sais pas si vous verrez de près. Hein. Oui, c'est une citation de Victor Hugo. Franc-tireur, allez traverser les halliers, passer les torrents, profiter de l'ombre et du crépuscule, serpenter dans les ravins. Glissez-vous, rampez, ajustez, tirez, exterminez l'invasion. Défendez la France avec héroïsme, soyez terribles, ô patriotes. Victor Hugo. Ah, c'est là, c'est les Limousins. Des partisans. Alors, des opérations les plus importantes que nous avons jugées. Hein. Alors, celle de la destruction de Bussy-Varas, vous voyez, c'est pas un déraillement que nous avons fait, c'est une rupture de voie, c'est autre chose. Là, vous aviez étudié la structure du tunnel, du viaduc. Ah, bien sûr. Alors, on nous avait dit que dans tous les tunnels, il y avait une chambre spéciale pour le détruire. Mais on a beau faire des recherches, on n'en a pas trouvé. Alors finalement, on a fait sauter une pile qui a détruit entièrement le pont, le viaduc. Et tout le trafic a été interrompu jusqu'à la libération, parce que ça, c'est une rupture de voie complète. C'est-à-dire, il n'y a plus un train à passer. C'est-à-dire qu'il a fallu faire un transbordement, c'est-à-dire que le train partait de Limoges, s'arrêtait à un gare de Châteauneuf-Bujalef. À un gare de Châteauneuf-Bujalef, il y avait un autocar qui a amené les gens à Imoutier et repartait. D'accord. C'était une rupture de voie. C'était stratégique. Voilà. Oh, c'était un travail bien fait. Alors là, c'est très important au point de vue tactique. C'est le raid. C'est lorsque nous avons fait des raids. Ce raid s'effectuait à pied? Et au début, il se faisait à pied, mais après, en juillet ou en 1944, il se faisait avec des unités portées, des camions ou pas, et des voitures. Mais là, c'est un raid à pied de nuit. Naturellement, c'est 14 juillet 1943. Alors, on était partis de Perrat-Château, vous voyez, 14 juillet 1943. On avait fait sauter le tramway de Perrat-Château. Et on était descendu sur la Vétizou. Et là, on avait fait un coup stratégique très important contre l'armée allemande. Parce qu'à la Vétizou passait le câble souterrain Limoges-Clermont-Ferrand, qui reliait la base sous-marine de Bordeaux à l'état-major de la Kriegsmarine à Berlin. Et naturellement, on a apporté un coup tellement terrible que les Allemands ont engueulé le préfet de la région. Et le préfet de la région a dit, mais je n'ai pas la possibilité de garder tous mes câbles et tous les trucs souterrains, mais ça nous a mené alors au mois de septembre 1943, 4000 hommes sous le commandement du général GMR, c'était contre nous. Et la bagarre durait un mois et demi, ils sont venus ici pour nous combattre. On a eu la fine fleur de toutes les forces répressives de Pétain contre nous. Comment saviez-vous que le câble passait là? On parlait, ce câble était un câble de contrôle, on ne savait pas les techniciens, on avait des amis partout. Oui. On avait des amis partout qui nous avaient expliqué où se trouvait même le repère du câble, parce qu'il y a des repères pour vérifier le câble. Alors on a pioché à l'endroit où il y avait le repère et on a démoli le câble, tout simplement, parce qu'on avait des amis partout, des techniciens qui nous avaient expliqué. C'est-à-dire que vous aviez des yeux et des oreilles partout, très on nombreux. avait le peuple avec nous. Alors il y a un peuple de base, c'est notre force. On en avait, comme vous dites, des oreilles partout et des yeux partout. Et là, je vous dis, les Allemands, moi, j'ai des documents que j'ai repris à la préfecture où les Allemands étaient fous furieux contre le préfet régional. Et ça nous a fallu, je vous dis, la première action de masse contre nous de Pétain, parce qu'il nous a renvoyé environ 4000 hommes. 4000 hommes? Ah, hein, qui ont tenu 2 mois. C'est énorme. Hein. Ah oui, c'est énorme. Une force très importante de Vichy a été renvoyée contre nous. Ça a duré 2 mois.
Voilà. Et il est confirmé que la bataille du Mont-Gargan, Tenez, messieurs, approchez de la sainte table. On va vous donner un papier, un souvenir de votre montée au Mont-Gargan. Merci, on connaît parce que merci. Voilà. On a bien des limousines. On est venu une fois, c'est la deuxième fois. je suppose que vous savez qui vous donne le journal. Eh bien non. Ah, ben, bien sûr. Bah oui, nous on n'est Vous, pas des... vous, ne, vous vous ne voyez. savez pas. Regardez, regardez, une chose particulière. Mais on n'est pas... Ah oui. Vous n'êtes pas. On n'est pas de ce côté-là, je sais pas, on est dans Bazac pour Ah le oui, moment. ça fait rien. On Oh, a Bazac. vécu à Paris. Ouais, vous êtes à Paris. Ah, vous avez dû entendre parler de. Est-ce que vous avez entendu parler du colonel Guingouin? Ah oui, bah, vous lui ressemblez. Oui, j'ai un serré en os. Ah oui. Ah bah voilà. Enchanté, monsieur. Ah bah oui. Oui, monsieur, vous avez un papier, s'il vous plaît? On avait un beau-frère qui parlait de vous souvent. Ah oui, tenez, voici un souvenir. Merci, merci. C'est la même famille, là? Oui, oui, très bien. Ah oui, vous lui ressemblez. Vous Ah voyez, oui, je vous ressemble reconnaissez. bien sûr à Charles. Bah À oui. 86 ans, ça tire. Oui, quand ah même. bah oui. Ça, c'est vieux. Hein. Eh oui. Oui. Oui, oui. Ah oui, oui. Ah bah les Parisiens sont venus beaucoup par ici. Ah oui. Moi je me suis retrouvé près de Pierre Buffière. alors, Ah oui, vous êtes plutôt dans la région de Pierre-Buffière. oui, bien, oui, pendant d'accord. l'Exode. Oui, oui. Excusez-moi, quand vous dites vous lui ressemblez, ça veut dire quoi pour vous? Ah bah c'est parce que maintenant le monsieur il dit que ça aurait pu être son frère ou son oncle ou son cousin. Bien sûr. Bah oui. Ah oui. Ah oui, le maquis des limousins. Eh oui. C'est la première fois que vous venez au Mont-Gargan? Nous c'est la Si nous deuxième. sommes venus une fois, il y a Je peux avoir un exemplaire Mais On oui, mais habite oui, pas dans à le votre même- disposition, même plusieurs, si vous voulez distribuer. on n'habite pas dans le même endroit. Oui, ben tenez, voilà. Voilà. Oh, tout ça ça fait rien, nous Oh là sortons là. ça à 6000 exemplaires. Ah oui. Je sais pas si tu es servi. Ah, Alors, il y en a un peu trop La là. bonne part. Ah bon Ah ben c'est distribuez, gentil, vous merci. distribuez autour de vous. Merci. Oui, Qu'est-ce que vous vous avez racontez, été vous maire de Limoges. Comment? Vous avez été maire de Eh Limoges. oui, pendant tout de suite 2 après la ou guerre. 3 ans, de 47 à 51, Ah oui. c'est ça, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. c'est ça. Ah ben, même à Paris, on lisait, quand on lisait le journal, parce que on recevait, pas on recevait, non. Je travaillais dans la presse, alors on recevait des journaux de la région. Ah ouais, mais bien Oui. sûr, d'accord. Ouais. Mais vous avez l'écho du centre populaire, les 2 grands journaux. Oui. hein. Oui. Et puis vous aviez à ce moment-là la Marseillaise qui n'existe plus. Ah oui, ah ben, la Marseillaise, je ne l'ai pas connue. non. Oui, oui, d'accord. Ah oui. Bien, eh bien, vous laisse. Voilà, bon. Voilà. Est-ce que vous faites, il y a une grande fête là? Ah, c'est pas nous, hein, c'est la région. C'est la- C'est la région, oui. Mais le folklore fait une grande fête le 15 août. Oui. Ah Le oui. 15 août, il y a une magnifique fête, c'est les gars de la région qui viennent. Oui. Au Mont-Gargan. Ah oui. C'est bien. Et Bon, bonne eh bien, bon courage, merci bien. Pour... Merci, messieurs, dames. Au revoir. Alors ça c'est le raid, hein, le raid. Alors là, le point essentiel, c'est la liaison avec les masses, le préfet du maquis. Ça. C'est le point capital, c'est la liaison avec le peuple. La défense effective du peuple. C'est-à-dire que vous aviez recréé une administration. Non, pas du tout. Non, mais c'était Pas la... une mise en scène, non, non, non. Là, nous permettions aux cultivateurs d'avoir une juste rémunération de leurs produits. Attention, et naturellement, l'administration de Missy a été obligée de rien faire. Voilà, là, non. Non, c'était... Là, c'est des produits agricoles, alors vous voyez les prix, et les arrêtés bien pris, vous n'avez qu'à le prendre. Hein. Alors, avec la façon de Vichy stocker les gars, c'est tout le contraire. Non, mais je voulais dire une structure, quoi. Pas de structure, aucune. Non. Non, il n'y a aucune structure. Il y a l'obligation de prendre la tête. On n'a pas fait une structure secondaire. Vous en voulez d'autres, si vous voulez? J'en ai pris, d'accord.
Et vous racontez comment c'est les histoires des batteuses et Mais des c'est très, botteleuses. très important. Ouais. Alors, on a commencé par les botteleuses, parce que c'était le foin qui était ramassé dans la région, puis après, ça a été les bateleuses. Et après, des ordres aux minotiers de donner la farine blanche. Et en 1944, le Limousin était la seule région de France où on mangeait du pain normal. Alors que dans toute la France, c'était du pain infect. Ici, grâce au maquis, les gars disaient qu'il y a le maquis qui nous donnait le pot blanc. C'était un coin particulier, là, de toute la France. Là, c'est la défense des travailleurs. Plutôt du côté de la Creuse Non, pour non. vos pendant quelques jours, non? Non, oui, mais c'est un problème de rapport de lutte. Au mois de mars 1944, j'ai été averti qu'il y avait une division allemande qui venait m'attaquer. Elle avait attaqué en Dordogne, elle avait attaqué en Corrèze. Et alors, à ce moment-là, je n'ai pas accepté le combat. Parce que l'avantage d'un chef militaire de base, de partisan, vous acceptez le combat ou pas. Alors j'avais donné l'ordre à une partie de mes détachements de se planquer, de ne pas accepter le combat. Et moi, avec la compagnie du choc, j'étais allé en Creuse au bois de la Vassivière, dans les grands bois de la Vassivière. Et j'ai évité le combat. Alors qu'au mois de juin 1944, étant donné que De Gaulle avait fait son appel, j'ai accepté le combat contre la division d'Afrique. Vous comprenez ? Ici, il y avait l'honneur de la résistance qui était en cause. Mais alors, un chef partisan peut accepter ou ne pas accepter le combat. Et là, j'étais parti et j'ai évité le combat. Tandis que le 6 juin, comme il y avait l'appel de Gaulle, il disait c'est un moment décisif. Alors malgré que le rapport était impossible avec une division blindée, il n'y avait pas le matériel nécessaire pour faire face à une division blindée, j'ai accepté le combat. Alors la chance a voulu, enfin la chance, le combat, qu'on leur a enlevé une automitrailleuse ici à 12 km, mais surtout c'est le héros de la division d'Asreich, Kampf, qui a été capturé. Alors comme il a été capturé, le général qui commandait le Merding m'a renvoyé un émissaire demandant son libération, moyennant 50 patriotes emprisonnés à Limoges. Alors j'allais faire le troc, si vous voulez, quand le même jour, j'ai reçu un émissaire qui est venu de Radour-sur-Glane me dire ce qui s'était passé à Radour-sur-Glane. Alors je n'ai pas pu accepter le troc, j'ai fait passer par les armes le camp, mais l'Emmerding a eu 48 heures de retard, ce qui a été décisif pour le front de Normandie, le point capital national. Bon, monsieur, vous avez un papier? Do you speak English? It's a news about the battle here in. Second World War? Yes. Are you English? No, not English, but Dutch. Dutch? Messieurs, dames sont allemands. You are in front of you the Colonel Guingouin, who was a big chief of French fighters. C'est moi qui commandais les forces françaises intérieures de la Haute-Vienne. Can I take you in picture? Yes, no problem. Where are you coming from? Nearby Eindhoven, the south of Eindhoven? Holland. South of Holland. Because when you say Dutch, I was thinking you were German. German, Dutch. Yeah. Dutch is Pays-Bas. Pays-Bas. Yes. Merci. Pays-Bas. Mevrouw, gewoon. Thank you. See you again. Et ici, c'était uniquement des FTP, qui étaient au niveau des mouvements de résistance. Sous mes ordres, j'ai été commandé tout le monde. Moi. Ah oui, c'est ça, d'accord. J'étais FFI. D'accord, oui. Je commandais FTP, AS, ORA et tout. D'accord, Commandais toutes c'était les unités, unifié à ce et moment-là. unifié. D'accord. C'était unifié. Je D'accord. commandais tout le monde.
ça faisait 20 000 hommes, Ah oui, un corps d'armée. ouais, ça doit être sacrément compliqué. Quand Ah, même. c'était énorme, et un corps d'armée. Ouais, ouais. Oui, mais enfin dans des conditions qui étaient quand même tout à fait Oh, ça particulières. s'était quoi. formé, l'armée s'était formée, quoi. Oui, c'est ça. Et puis, nous avions eu la possibilité, grâce à Churchill, d'avoir un armement remarquable, vous comprenez. Parce qu'on avait sauvé, nous, le front de Normandie. Et si le front de Normandie n'avait pas été sauvé, ça aurait été une catastrophe pour les Anglais parce que les Allemands avaient fait une position remarquable qu'on appelle dans la région d'Amiens, d'où vous pouvez lancer 50 V2 par jour. Alors vous savez, les V2, c'était impossible de les intercepter. Parce que le principe du V2, c'est une fusée qui monte en haut et qui redescend. Bon, alors, si cette position avait pu rentrer en action, avec un échec de débarquement allié qui a fallu y arriver, Londres a été rasé entièrement, liquidé complètement. Et ils en avaient conscience. Alors Churchill, pour nous remercier, a fait 2 grands parachutages de plein jour pour tous les grands maquis de France et nous a donné un rendement considérable. Alors nous avons eu 2 parachutages de masse avec des forteresses américaines ici le 26 juin et le 14 juillet, Oui, ce qui est marqué sur et dans le Vercors et dans etc. Alors là, on était devenu une armée avec des munitions et tout le matériel nécessaire. D'accord, oui. Oui, oui, c'est pour ça, oui, ça répondait à une nécessité stratégique pour les Anglais. C'était pas Non, seulement mais pour... écoutez, moi c'était j'ai pas connu gratuit. tous ces gens-là, j'ai été compagnon de libération. Churchill était un homme avisé, un chef Ben de oui, guerre avisé, comme Charles de Gaulle, etc. C'est ces hommes de guerre avisés. Alors là, il a compris, parce qu'avant, vous comprenez, nous, les FFI, on était méprisés. Ben oui, oui, non. On était plutôt méprisés au début. Mais à ce moment-là, ils ont compris et ils ont donné l'armement capable d'une armée. À part l'armement lourd, naturellement. D'accord. On n'avait pas d'armement lourd, mais enfin, l'armement léger était remarquable. Et surtout les munitions. Parce que le problème capital que les soldats ne savent pas, mais c'est que quand c'est du mitrailleur crash, etc., après 10 minutes ou 15 minutes de tour, il faut avoir des munitions. C'est ça, oui. Vous comprenez? Ben Le problème oui, munitions est capital. D'accord. Et Oui, les gens ne savent pas ça, qu'ils ne sont pas au combat, évidemment. Mais à ce moment-là, nous avons eu un armement, et là, on peut dire, dans certains coins de France, ici, il y avait une armée valable, d'ailleurs. Le chef d'état-major général allemand disait, j'ai une véritable armée qui me combat dans le dos. et oui, oui. Oui, parce que dans le Vercors, ils n'ont pas eu quand même la même C'est pas position pareil, stratégique. il n'y a pas la là, même ça tactique était- que nous. Ben oui, oui, Eux, c'était la position redans. Enfin, ça, c'est des questions techniques qui sont faites. D'accord, ouais. La position redans. C'est que nous, Mais ils nous, ont été coincés, jamais quoi. la position redans, nous avions la position combattante sans arrêt, Et c'est-à-dire oui, il fallait harceler. reculer, mais sans arrêt avec des embuscades en profondeur. Et oui, c'est ça. Vous comprenez, on n'a pas la même position. Tandis que le relief l'a trompé, ils ont fait la position redans défense sur place. Et oui, Ils sont mais fait c'est- écraser. Ben oui, oui. Ils sont fait écraser. Ouais. Parce que nous, on bougeait sans arrêt. Et quand les gars rentraient, les unités allemandes rentraient, on faisait des embuscades en profondeur. Vous comprenez, sur 30 km de ligne, on avait 4 ou 5 embuscades qui duraient 5 ou 10 minutes de feu, mais après, il se retirer. C'était très mauvais pour l'adversaire. Parce que d'ailleurs, vous avez vu les pertes ici. Ben oui, oui, c'est ça qui m'a C'est surpris. Oui, le triple de pertes que les Allemands. C'est la seule bataille là, alors que dans le Vercors et Montmouchin, ils nous ont écrasés. Ben oui. Parce que là, c'est tout sens contraire. Très bien, ben, merci pour vos De explications, rien. puis surtout merci pour ce que vous avez fait à ce Ah, moment-là. ben, on a fait notre travail, c'est tout. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Est-ce que vous venez souvent comme ça, de voir les gens? Je viens presque jamais. Je ne vais pas vous voir, ça ne m'intéresse pas. Hmm. Je suis venu pour vous. Je vous remercie beaucoup. Autrement, je ne viens pas. Je viens pas. Alors, vous voulez, on va discuter un petit peu. Oui. Parce que- On va peut-être s'asseoir, non? oui, mais il y a une table à droite. Il faut voir les points essentiels, parce que là, c'est un petit peu... On n'a pas vu les points essentiels. Oui. Attendez, il y a une table par là. La précision, et moi je tiens la précision, c'est le point capital.
Sauf que j'ai pas pris mon stylo. Oh putain, c'est pas croyable. Vous avez pas un stylo? Ah non, je suis pas armé pour. J'ai laissé dans la bagnole. Attendez, je vais voir si quelqu'un en aurait un. Ça y est, je l'ai là. Mais ça m'étonnait que je sois tellement abruti que ça. Oh, tu vois. Bon, alors, allons-y. Alors, le Mont Gargan. Oui. Le Mont Gargan, ici, vous êtes sur le Mont Gargan, avec ses 731 mètres d'altitude. Il est au centre de ce que les géographes appelaient la petite montagne limousine. Au temps de la Gaule, paraît-il, une épaisse forêt couvrait tous ses environs et la légende dit qu'un écureuil pouvait aller du Mont Gargan à Clermont-Ferrand. Et d'ailleurs, il semble que dans l'étymologie des gens, des noms propres, on conserve ce vestige, puisqu'ici, le Mont Gargan appartient à la commune qu'on appelle Saint-Gilles-les-Forêts. Et le site même a été fondé du temps de Napoléon III, la chapelle qui est ici de Mont Gargan, a été fondée sur les communaux du village de Forêt-Haute de Saint-Gilles-les-Forêts. Ici, dans cette région, la résistance a commencé très tôt, depuis juin 1940. Et la première planque que j'ai fait moi-même a été faite à 12 km de là, au Grand Bois, qui est commune de Soudaine-la-Vinadière, en mars 1941. Et naturellement, à cette période, personne en France ne parlait de maquis. Cela d'ailleurs m'a valu la visite de Gabriel Roucotte, venant de la part de Jacques Duclos, et qui, ne comprenant pas cette action, me qualifia carrément de fou dans les bois. On peut dire qu'il y avait une incompréhension totale entre la direction du Parti communiste et notre lutte ici. Et ici, le maquis, la caractéristique du maquis, c'était d'être un maquis offensif. Et cela amena d'ailleurs le chef d'état-major du général SS Merning, Otto Weininger, a considéré que c'était la citadelle du maquis du centre-ouest. Nos actions sont multiples, ça a duré des temps et des heures à les citer. On pourrait quand même peut-être citer l'action du 8 mai 1943, où avec Duval et moi-même, partant de la planque des 3 chevaux à Châteauneuf-la-Forêt, nous sommes partis pour faire sauter l'usine de récupération Vatlaise de Limoges. Ici, nous avons fait un coup direct à l'économie de guerre allemande, car pour les Allemands, la récupération de caoutchouc était très importante, et il n'y avait que 2 usines en France qui faisaient cette récupération, Vatlaise et une usine dans la région de Gennevilliers. L'usine de Gennevilliers a été bombardée par la RAF, mais malheureusement, elle avait coûté beaucoup de victimes à la population parisienne, et le maréchal Pétain s'était empressé je sais pas quoi vous dire. S'était empressé d'utiliser ça pour sa propagande. Et alors à ce moment, l'état-major anglais avait demandé au mouvement combat de faire sauter l'usine de Vatlaise, près du palais. Il y avait eu des arrestations dans ce mouvement, et alors, dans la fraternité combattante, je m'étais moi-même chargé de faire cette opération, qui avait d'ailleurs failli nous coûter la vie à Duval et à moi, et l'usine avait sauté le 8 mai, dans la nuit du 8 mai
le 9 mai 1943. Il y avait une milice qui était vichysoise et qui combattait militairement. De Vaugelas était un élément même qui avait étonné les Allemands par sa propre férocité, vous comprenez. Il y avait une lutte fondamentale là, qui n'a pas existé ailleurs, vous comprenez. Ici, on est arrivé au combat armé. Il y avait une milice à Limoges. Ici, lorsqu'on a combattu avec les Allemands, il y avait des unités de la Corse de milice qui nous combattaient militairement, vous comprenez. Alors, même lorsqu'il y a eu le truc de Rados-Glane, ben, il y a des miliciens qui trouvaient ça très bien. Et vous avez un cas précis, par exemple, quand l'affaire de Rados-Glane était tellement grave, que vous avez Monseigneur Rastouille lui-même a fait un sermon contre à la cathédrale de Limoges. Les miliciens ont exigé qu'ils soient punis. D'un peu plus, il a fallu être déporté. Et à ce moment-là, les préfets et toutes les autorités sont intervenues. Il était déplacé un peu plus haut, à Montmorillon. Enfin, vous voyez, il y a eu opposition. Alors, partout dans les coins ici, il y avait des gars qui étaient à fond contre nous, mais qui sont allés à la lutte armée. Non seulement à la dénonciation, mais à la lutte armée, vous comprenez. Il ne faut pas oublier ici, il y avait une milice, une corps de milice, mais qui était très... Je vous dis, le patron de Vaugelas, ces gars-là ont été combattus au Berca, au Glières, et le général allemand a été étonné lui-même par la férocité des Français, quoi. C'est ça. Hein. C'était une sorte de Vendée, hein, on peut dire. Vous comprenez? Il y avait une action de masse des gars. C'est pas sporadique. Là, le combat était arrivé à l'extrême. C'était dans les populations même qu'il y avait des dénonciateurs ou pas, etc. Mais surtout, je vous dis, ils étaient arrivés, ils étaient armés, il y avait une unité régulière de la milice. Et ils sont venus nous combattre ici, l'arme au poing. Hein. Alors ça, on ne peut pas aller plus loin. Oui, bien sûr. Oui. Vous comprenez? Alors, il reste des vestiges de ça. Oui. Et alors, la femme de Vaugelas était heureuse comme tout quand il y avait des atrocités de fête. Vous comprenez? C'est ça le phénomène. Alors, mais il y a toujours ça. Dans les peuples, quand il y a des choses, vous savez très bien que dans notre histoire de France, après la Révolution française, il y a eu la terreur blanche. Oui. Bien sûr, oui. C'est un retour aussi après que la gauche ait eu quand même le pouvoir en 36, 30... La gauche, peut tout dire. C'est pas pareil. Ça, n'en parlons pas. La soi-disant gauche. Non, parce que tous ces gars-là, vous comprenez, enfin, c'est mon opinion personnelle, c'est pas pareil. Je citais un cas qui va vous éclairer. Enfin. J'ai mené une bataille politique acharnée au moment de Munich. Parce que moi j'avais la vision très nette, avec la connaissance que vous avez, que notre pays allait à la guerre. Et naturellement, ici, tous les éléments socialistes, populaires, là-bas, etc., ils avaient dit, au contraire, Munich c'est la paix. Et on avait berné le peuple de France, tout entièrement berné, en disant que Munich c'était la paix. On fait des illusions comme tout. Alors moi j'avais fait des réunions politiques de moi-même, contre Munich, et dans une commune qui s'appelle Saint-Germain-Saint-Louis-sur-Briance, j'ai eu comme contradicteur un collègue du Parti Socialiste qui me portait la contradiction. Bon, j'ai répondu gentiment, un pédagogue, comme ça. Et après la réunion, il m'a interpellé, il dit « Je prépare à discuter, continuer la réunion avec vous. » Tant mieux, on va échanger des arguments, c'est très bien. Alors j'ai discuté avec lui jusqu'à 4 h du matin. Et je l'ai convaincu. Et d'ailleurs, il a été très bien, puisqu'après, il a été nommé commandant dans la résistance. Il est là. Alors, comme j'avais réussi, j'ai dit, ben, je vais essayer de discuter avec le secrétaire du Parti Socialiste, Vardel, essayer de le convaincre, parce que c'est très important que la Fédération Socialiste de la Vienne prenne cette position-là. Parce que les gens ne savent pas leur histoire, mais en 1916, la Fédération Socialiste de la Vienne a une position remarquable par rapport à la guerre. Voilà, à ce moment-là, en 1916. Bon, alors j'ai dit, je vais voir, d'accord, je te mets un rendez-vous avec Vardel, le secrétaire fédéral, que je connaissais très bien. Alors je vais voir Vardel, puis je lui explique mon opinion sur Munich, que ce pays va à une catastrophe et qu'à Munich, au contraire, on permet au lieu de faire barrage à Hitler dans la guerre, il m'écoute bien,
Et puis après, je discute, il dit oui, je suis convaincu par vos arguments. Il finit par le secrétaire fédéral, c'est important. Mais j'ai dit alors, vous allez prendre position. Ah, je peux pas. Alors j'ai dit, pourquoi vous ne pouvez pas, M. Barbet? Ah, il dit, j'ai un professeur de philosophie, le bail, qui est à fond contre moi. J'ai me dit quoi? Si je prenais la position, je perdrais mon poste. Il m'a rendu 6. Mais c'est ça le fond, vous comprenez? Toute personne politicienne ne comprend pas. Parmi les politiques, il y a beaucoup de gens qui vont par idée, mais beaucoup de gars ne vont que pour le poste. Alors je ne lui ai même pas répondu, il m'a dit. Moi j'y vais simplement pour mes idées, mon combat. Et pas pour le poste, vous comprenez? Mais c'est ça, alors ça c'est le phénomène politicien de gauche. Moi je connais des tas de secrets de personnes, je vous dis, qui vont pour avoir le poste en tel ou tel. Moi, j'étais très bien avec Bourdet, qui est un copain de Libération, et qui avait des contacts avec Mollet et les autres. Mais quand vous montez en haut, c'est affreux. Vous avez des dirigeants, des gens qui prennent la parole, Je coupe. mais et qui ne pas publié ça. Oui, oui, absolument. Non, mais là, Ouais, c'était pas enregistré. Là, maintenant, j'ai rebranché la caméra. Là. Ah, d'accord. Oui, alors, le point essentiel pour nous, alors vous avez l'attaque du 8 mai 43, les chaînes économiques, vous avez l'affaire du 14 juillet 43, qui est une nouvelle tactique des partisans avec le RAID, qui a été très dur pour eux. Bon, eh bien, vous avez surtout, alors c'est le point capital, essentiel, qui est un point national, c'est le 26 mars 1944, à la tête de ma compagnie de choc, j'ai capturé la commission franco-allemande de Limoges. Alors ça a eu des conséquences considérables, parce que la dépêche est partie directement à Hitler, et le 6 avril 1944, Hitler a décidé de renvoyer la 2e brigade blindée SS, dite d'HH, pour nous combattre. Alors qu'il a fait lui-même une erreur tactique formidable, parce que s'il avait renvoyé dans le fond de Normandie, où il y avait 6 armées allemandes, mais que 3 divisions blindées, eh bien, le débarquement allié aurait été un échec. Alors ça, c'est le premier point. L'erreur stratégique d'Hitler de ne pas renforcer son front de Normandie. Et deuxième affaire, c'est que quand cette division blindée est arrivée ici en Limousin, nous avons réussi à la retarder de 48 heures. Ça marche de 48 heures. Et c'est là que Eisenhower lui-même a dit, vous avez sauvé la tête de pont allié. Hein, c'est le point décisif c'est le seul point où la résistance métropolitaine française a agi dans le cours de l'histoire. Et ça, c'est rayé par tous les historiens français. Même le pauvre Taubman s'est allongé, il a fait un truc qu'il n'a pas compris. Moi, je trouve que c'est un point extrêmement capital. Mais c'est le point capital. C'est-à-dire, dans une guerre, bon, il y a des points essentiels et des points secondaires. Ben là, c'est le point essentiel parce que nous avons sauvé le front, le débarquement allié. Si le débarquement allié a été un échec, vous vous rendez compte des conséquences? On ne peut pas les chiffrer, les conséquences. Mais nous l'avons sauvé, vous comprenez. Et là, c'est comme je vous dis, le point capital. Et un point qui est reconnu par les Allemands, reconnu par les Anglais, reconnu par les Américains et pas reconnu par les Français. Sur ce point, mon colonel, je trouve que c'est un travail à faire, que les Français se penchent sur ce point-là et que la majorité pensante finisse par comprendre ça, il me semble. Mais vous comprenez, là, on se heurte aux fausses élites françaises. Ça, c'est... Et donc, c'est vrai aussi que vous avez, d'une certaine façon, vous avez recréé une élite, y compris une élite combattante. Mais une élite combattante de peuple. C'est voilà. Le peuple lui-même qui s'est levé, le peuple debout qui s'est levé. C'est le peuple de fond, c'est-à-dire la France profonde qui agit. Il y a la France profonde qui en même temps s'est fabriqué ses cadres. C'est le phénomène de 89. Vous savez bien que Robespierre a fait un discours terrible quand l'Assemblée a voulu déclarer la guerre, et comme elle l'a fait d'ailleurs au roi de Prusse, il a dit mais si on déclare la guerre au roi de Prusse, nous n'avons pas d'armée, il faudra faire une armée, et quand vous ferez une armée, eh bien, il faudra prendre des sous-officiers
pour former vos cadres, il faut former une armée. Alors là, c'était beaucoup plus prophétique. Attention, quand il y aura des combats, les pertes des deux côtés ne sont pas pareilles, parce que c'est les purs, les meilleurs, les volontaires qui vont tomber de notre côté, alors que là-bas, c'est les pauvres gardes du roi, etc. Ça, c'est un point capital. Que quand il y a une nouveauté, eh bien, il faut absolument éviter la guerre. Parce que vous comprenez, la guerre, c'est la mort pour les meilleurs. Parce que quand il y a une situation comme ça, moi je connais très bien, c'est les meilleurs qui vont combattre. Les peureux ou les autres, soit à côté ou pas. Mais c'est les femmes plus généreux qui partent. Alors c'est très grave. Après, ça fait Napoléon. Une guerre napoléonienne. Oui. Mais ça, c'est un point fondamental. C'est la raison pour laquelle Lénine a dit qu'il faut coûte que coûte, je fasse la paix malgré les conditions sur le front de Russie. Et ça, c'est un point fondamental, parce que vous comprenez, la lutte politique et la lutte militaire, c'est pas du tout une lutte politique. Politique, vous êtes un homme, vous allez faire des conneries, tout le monde en fait, même une bonne fois, vous les rattrapez, les blagues politiques. Oui. Mais quand les gars sont morts, vous ne rattrapez pas, ils ne se relèveront pas. C'est une donnée que les gens ne comprennent pas. La différence entre la lutte politique, et la lutte civile et la lutte militaire. Surtout faite par des volontaires. Vous comprenez? C'est la mort. Hein? Vous tuez les meilleurs. Parce que quand un danger arrive, moi j'ai l'expérience, hein, il y a ce qu'on appelle des flottements. Hein, mais c'est les meilleurs qui vont combattre. Comme toutes les opérations que j'ai faites, moi, j'ai jamais décidé d'office, j'ai dit qui est volontaire avec moi. Alors les gars se présentent, mais les meilleurs, les volontaires. Mais comme ils vont au danger, hein, ils risquent leur peau. Quand j'ai fait sauter l'usine là-bas de pommes, j'ai dit, on était 15 ou 20 dans ce groupe, qui est volontaire avec moi pour faire sauter l'usine? Parce que moi j'avais le principe d'être l'exemple. Je considère que c'est mon devoir de militaire, de chef, d'être l'exemple. Alors toutes les opérations les plus dangereuses, c'est moi qui les prenais à mon compte. Mais je demandais toujours que les volontaires. Après, quand il y a des compagnies, les bataillons, c'est pas pareil. Les compagnies, les bataillons. Mais enfin, même quand les compagnies se battent, ici, j'étais en première position pour combattre contre les Allemands. Hein. Et les gars me tiraient dessus parce qu'ils me voyaient, le sniper est tiré, et il n'était pas bon d'être à côté de moi. D'ailleurs, j'ai eu un lieutenant qui était blessé grièvement à la cuisse, heureusement. Enfin, on me disait, c'est normal. Enfin, c'était mon principe à moi. Quand vous êtes un patron, un chef militaire, vous donnez un exemple. Je ne sais pas pourquoi je suis assez vivant. Vous comprenez ce principe. Alors ça, c'est une chose que les gens ne comprennent pas. Vous comprenez, la lutte politique, la lutte civile, c'est pas pareil du tout. Tout le monde fait des erreurs. Le problème, c'est que ce ne soit pas trop grave. Mais tout politique peut les rattraper, ces erreurs, s'il n'est pas devenu con. Oui. Hein, parce que ça leur arrive, ils n'ont plus de critique. Il leur faudrait, comme les rois, vous savez, il leur faudrait un petit nain qui leur dise voilà. Mais ils n'ont pas ce petit nain pour leur dire tu es un âne. C'est très bien pour les monarques. Quand ils écoutaient leur, comment on appelle ça, le fou du roi. Fou du roi. Mais ils n'ont plus de fous maintenant. C'est rien que des adulateurs. Vous comprenez, c'est ça qui est malheureux. Oui, il n'y a pas de gars de Trump. Moi à Astorez et à tous les gars, moi j'ai donné mon opinion carrément. Hein. Je ne suis pas d'accord avec ça, avec vous pour telle ou telle position. Oui, moi j'ai donné ma position. Hein. Parce que les trois quarts des gars, vous comprenez, même chez nous, c'est le poste. Le problème, c'est d'avoir des permanents. C'est une erreur. Vous comprenez, il faut avoir des permanents, mais minimum. Mais quand vous êtes dans un parti politique comme les syndicats, ils sont tués, nos syndicats, parce que partout il y a des permanents. Non. Moi, je suis de la vieille école, mais les syndicalistes cheminots ou les autres de mon temps, ben, ils n'étaient pas payés. C'est vrai que c'est un grave problème parce que c'est vrai aussi que ça peut expliquer, en partie, je ne dis pas que c'est pas la seule explication, mais enfin, l'écroulement des régimes socialistes. Ah, mais ça, c'est le fond de la question. Il y a de ça. Mais il n'y a pas de ça. C'est le fond de la question. Moi, écoutez, j'ai des amis soviétiques, des officiers soviétiques. Alors, vous parlez, quand ça n'en est pas, j'ai discuté. Alors, l'avantage des militaires, c'est ça. Ils sont franco entre eux. Ils s'en fichent, ils sont franco. Hein? Ouais. Ils ont un verbe un peu particulier, ils disent la vérité. Mais c'est la réalité du fond. Le régime, c'est descendu par ses propres fautes. Bon, hein? Ouais. Mais parce qu'ils s'est créé justement une caste. Eux, ils ont créé une caste à eux. Mais c'est affolant, ce qu'ils ont fait. C'est la fille de Brejnev, c'est une mafieuse extraordinaire. On ne peut pas comprendre.
c'est ahurissant ce qui s'est passé en Union soviétique, et c'est ahurissant que le peuple, il y ait personne dans le peuple soviétique qui ait dit non. Oui, ça c'est vrai que c'est difficile à comprendre. Oui, oui. Parce que Gorbatchev a essayé, mais il n'a pas été suivi, il avait pas les moyens de ce qu'il voulait faire. Et c'est quand même grave. Non, mais le problème, vous comprenez, une situation, il faut des hommes de caractère. Voilà. C'est-à-dire que c'est Michelet l'a dit dans notre histoire de France. Il faut des hommes qui ne veulent pas monter. Mm. Quand vous avez des gars qui veulent monter, c'est une catastrophe. Vous comprenez, c'est le fond de l'homme. Quand vous avez des gars qui veulent monter pour avoir des postes, des décorations, des honneurs ou pas, c'est fichu. Il faut des hommes qui aient des airs assez grands pour dire je fais mon travail, c'est tout. En fait, Mon opinion, c'est ça. C'est aussi ce que vous vous faites avez... votre travail, c'est tout, un peu c'est tout. Libre à vous en critiquer ou pas critiquer. Moi, j'ai ma conscience pour moi, je mets ma conscience, c'est tout. Ce que vous avez fait, vous aussi, dans votre vie, c'est que vous n'avez pas cherché à garder des... Vous aviez des positions très importantes à la fin de la guerre. Mais oui, mais moi, j'avais de la position et je me suis trouvé en conflit avec le PC dès le début. Oui, d'accord. Même avant. Mm. Et vous comprenez, ils n'ont pas voulu reconnaître leur erreur. C'est ça le problème. D'accord. Je leur ai posé la question, mais ils n'ont pas voulu reconnaître. C'est compréhensible. Mm. Vous comprenez. Mm. C'est ça le phénomène. Moi, dès le début, je me suis opposé avec eux. Je vais arrêter. Mais il faut faire attention, Farsak qui est attaqué. Alors à midi, j'ai une liaison qui m'a dit Farsak est attaqué. Alors j'ai un dilemme terrible à poser. Ou je reste sur place et j'ai une victoire personnelle énorme sur Darnan, ou mes gars de Farsak sont abandonnés et tués par les Allemands. Alors j'ai fait une chose impossible à faire, parce que j'avais à faire une rotation de 140 hommes, une compagnie de 140 hommes sur 30 km, et je n'avais que 2 tractions. Alors j'étais obligé d'aller chercher un camion. Enfin, j'ai perdu un temps énorme. Je suis arrivé à peu près 1 heure après que les SS aient quitté les coins. J'ai trouvé mes hommes déchiquetés par les trucs ou pas. Mais j'ai tout manqué ce jour-là. Et je suis resté sur place, Darnan était liquidé. J'aurais une victoire de tonnerre de Dieu, que Darnan était liquidé par les partisans. Et des fois, j'ai hasard contre, vous comprenez. C'est ça la lutte. Mais c'est les gars qui sont sur le terrain qui vous le diront. Et dans la bazar, c'est comme ça. Vous êtes une place, ben, le copain à côté est tué, et pas vous. Mais ça, vous aurez pu être tué. Moi, quand j'ai combattu l'arme au poing à la tête de mes hommes, ben, c'est Villachou qui ramassait la balle qui m'était destinée. Mais c'est ça la bataille. Vous comprenez? C'est le hasard qui donne la vie des hommes. Mais il y a les deux. Vous comprenez? Oui. Il y a une situation qu'on crée, si vous êtes un stratège valable, voilà. vous créez une situation, et puis le hasard joue juste sa partie. Oui, c'est-à-dire que vous avez créé une situation où l'utilisation du hasard était possible positivement. Voilà. Alors que si vous n'aviez pas créé cette situation, le hasard n'aurait pas pu travailler. Mais évidemment. Voilà. Mais il faut les deux. Voilà. Et vous créez une situation avec votre tête, Ouais. vous créez une situation, et puis le hasard arrive, alors le hasard peut être pour vous, contre vous. Vous comprenez? Mais c'est ça la vie militaire. Et tout le temps, il n'y a que les stratèges et les gars qui disent ça. Moi, je citerai des tas d'exemples, parce que moi, ça m'a passionné, cette histoire-là. Mais les guerres, c'est comme ça. Je sais 2 cas qui sont, comme je dis, étudiés à l'école de guerre. Parce que ça, il étudiait à l'école de guerre. Le cas de Bonaparte à Marengo, où à midi, c'était une catastrophe numéro 1 pour Bonaparte. Et à 8 h du soir, grâce à des ex, il a embrassé, il a gagné Marengo. Et au contraire, Waterloo, qui à midi était une victoire éclatante pour Napoléon III, et qui à 7 h du soir était une catastrophe, et la garde se situe sur place pour rien. Et bien maintenant, on pourra étudier Kampf comme un cas d'école. Ah oui, je suis d'accord. C'est cool. Mais ça, je m'en balance, vous comprenez pas. Moi, j'ai fait mon boulot, c'est tout. Mais là, ils ne vont pas étudier parce que, vous comprenez, c'est l'affaire de Guingouin. Alors, comme Guingouin appartient à la France profonde, toutes nos grosses élites, fameuses élites, ne l'aiment pas. C'est normal. C'est normal. Il va falloir qu'ils vous aiment, là. Si, il va falloir. Ça, de tout temps, vous ne changerez pas la formation des hommes avec les dominateurs et les dominés. Ça durera peut-être une éternité. C'est le phénomène de l'aliénation humaine. Alors là, vous touchez des problèmes philosophiques épouvantables. Où il y a toutes les versions possibles.
Bon,